Avant de commencer ce deuxième épisode, je voulais vous rappeler que ce podcast a pour intention d'interroger le rôle des professionnels dans les différents milieux cinématographiques et culturels. Je vous demande donc la plus grande bienveillance envers mes invités et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur Cinexclusion, le podcast qui parle d'exclusion des minorités dans le milieu cinématographique. Pour ce deuxième épisode, on va parler acting, coulisses de tournage et déficience visuelle autour de la série télévisée Ici tout commence. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, l'histoire se déroule dans l'Institut de gastronomie Auguste Armand, un institut fictif situé en Camargue. Les intrigues tournent autour des élèves, des professeurs et du personnel de l'école. Aujourd'hui, j'aimerais interroger les actrices valides sur leur interprétation des personnes déficientes visuelles à l'écran. Pour discuter avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir l'actrice Sarah Cheyenne Santoni, qui a incarné le rôle d'Élodie, atteinte de cécité, dans la série TF1. Bonjour Sarah. Bonjour. Déjà, je voulais que tu commences par te présenter, ta profession, tes rôles, depuis quand tu es actrice et dans quoi tu as tourné par exemple. Oh, waouh. Ok. Alors déjà, bonjour. Je m'appelle donc Sarah Cheyenne Santoni. Je suis comédienne et un petit peu réalisatrice, puisque j'ai réalisé des courts-métrages. J'ai commencé dans la série Tandem, même plus exactement. Normalement, je devrais dire la série Dans la tête des gens. Mais sinon, on a pu vraiment me découvrir à l'image dans la série France 3, donc qui s'intitule Tandem, qui a été tournée à Montpellier et aux alentours. Ça, c'est mon premier gros rôle, entre guillemets. Après, j'ai fait la rencontre de mon agent, Marie Prouzet, chez Time Art aujourd'hui. Et grâce à cette rencontre, et même aux rencontres qu'on peut faire en Occitanie, avec tous les tournages qui sont arrivés depuis pas mal d'années, j'ai tourné pour Sarah. J'ai tourné également dans Tanguy le retour. J'ai tourné dans Le cours de la vie, La stagiaire à Marseille, avec Michel Bernier. Très belle rencontre. Et puis, j'ai fini par arriver sur la série Ici tout commence. Donc voilà, juste après le confinement, on a passé les essais, les castings avant le confinement, et on a eu la réponse après. Donc c'était une belle réponse de déconfinement. Pour apprendre à faire connaissance entre nous et avec les auditeurs et les auditrices, je voudrais te poser quelques questions sur toi et aussi en rapport avec le thème de la série. Déjà, première question, est-ce que tu as emporté un souvenir du tournage ? Il me semble, et je ne veux pas te dire de bêtises, il me semble que j'ai la canne de mon personnage, la canne pour marcher, qui était donc blanche avec le bout rouge et la boule blanche, qui justement pour dire que que le personnage était malvoyant. Il me semble que je l'ai, mais sinon j'ai aussi emporté, et ça c'est quelque chose que je peux pas mettre, tout comme la canne, tu me diras, je peux pas marcher avec. Mais j'ai emporté ma petite veste de cuisine, ma petite blanche, écrit Élodie Laroudé, brodé même, Élodie Laroudé, première année à l'Institut Auguste Armand. C'était mon petit cadeau de départ. Dans tous les cas, personne d'autre n'allait porter ce costume-là. Donc il est avec moi à ma maison, dans ma garde-robe de costume. Ok, stylé. Un plat incontournable que tu adores. Un plat incontournable que j'adore, les lasagnes de mon papa, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. Mais ma maman essaye de prendre la relève. Et ce week-end, c'était pas mal. Donc, mais à tout jamais les lasagnes de mon papa. Et du coup, un dessert ou un plat préféré ? Enfin, tu m'as dit les lasagnes, mais peut-être un dessert du coup. Comme ça, tout le monde sera d'accord, sera content. Si j'ai dit les lasagnes de mon papa, je peux dire la panna cotta fait maison de ma maman. Ok. Et même sa tarte aux pommes. Mais les desserts de ma maman, de manière générale, c'est pas mal du tout. Est-ce que tu peux présenter ton personnage, son histoire et son parcours dans la série ? Alors, ce dont je me souviens, parce que ça remonte à maintenant il y a 2 ans.
Le personnage de Élodie Laroudé arrive dès le premier épisode. Elle passe le concours d'entrée pour l'Institut Auguste Armand. Elle est retenue. Elle est pas mal critiquée, taquinée, un peu des deux, par le directeur de l'école, qui n'est pas encore directeur, pardon, à ce moment-là, mais Tessier, qui est professeur à ce moment-là, mais qui plus tard devient le directeur de l'école. Puis elle va faire son petit parcours, elle va lier d'amitié avec les autres personnages de la série. Elle va faire sa place, malgré tout. Et puis, elle va tomber amoureuse donc, de Louis. Je n'ai plus le nom de famille en tête, mais je sais que c'est le personnage interprété par Fabien. Et puis finalement, malheureusement, donc, ils se séparent. Et elle ne va pas passer en deuxième année à l'Institut Auguste Armand. Et à ce moment-là, Tessier décide qu'il n'y aura pas de redoublant. C'est soit on passe, soit on se casse. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai quitté pour la première fois la série, puisque mon personnage quittait donc, l'Institut Auguste Armand. Elle est partie en école à Lille, sous la direction de Carbone, un personnage, je crois que d'ailleurs on revoit dans la série. Et puis elle est revenue, donc voilà, je suis venue pour les concours, elle est repartie, je suis revenue pour une masterclass, il me semble. Je suis repartie et après je suis revenue pour l'Arche de départ de Thomas d'Acosta, donc qui est, il me semble, le personnage de Axel, et qui est encore une fois sur les secrets des Armand, autour du frère de Auguste Armand, voilà, donc de tout ça. Donc c'est un parcours très électron libre, puisqu'elle part, elle revient. Voilà, bon, ça bien sûr c'était pas ma décision, hein, c'est des décisions d'écriture et de production. Mais voilà, il me semble que c'est le personnage qui est le plus revenu dans la série. Parmi tous ceux qui l'ont quitté, je suis celle qui est le plus revenue. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu as parlé du fait que c'était pendant le Covid et qu'après toi tu as été sélectionnée. Comment on se prépare pour ce rôle ? J'ai vu sur un article de Télé Loisirs que tu avais contacté l'association Valentin Huy. Exactement. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? En fait, de base, tant que je savais pas si j'étais prise, de toute façon, on a été confinés assez vite. Je provoquais l'univers. Pendant le confinement, on s'est tous mis à la cuisine. Et ben moi, je m'y suis mise aussi. Enfin, je cuisinais déjà, mais là, je me suis mise, on va dire, à tester des choses. Et je me suis même amusée à cuisiner à l'aveugle. Alors, je l'ai pas fait pendant tout le confinement, mais ça arrivait que quelquefois, pour une mousse au chocolat, pour casser des œufs, tu vois, pour des petites choses simples, je voulais m'amuser à les faire à l'aveugle, pour le coup. Ouais. Et donc voilà, donc je me suis préparée comme ça parce que j'étais persuadée qu'il allait y avoir un callback. Il y a eu en effet un callback, c'est-à-dire la finale du casting, quand ils hésitent entre deux personnes. Et quand j'ai été prise, en effet, j'ai contacté cette association de malvoyants. Et c'est là que j'ai rencontré donc, ces personnes formidablement gentilles et qui m'ont montré que leur handicap, il était complexe parce qu'il n'y a pas un style de malvoyant et un style d'aveugle. Je ne sais pas le mot, un style, mais ils ont tous leur malvoyance parce qu'il y a ceux qui l'ont eu tôt, un accident, d'autres qui sont nés comme ça. Donc, c'est assez particulier. Mais j'ai un peu pu poser toutes mes questions sans... je ne me voyais pas préparer mon rôle sur Internet. J'avais besoin de les rencontrer, de savoir comment on fait pour... c'est tout bête, mais c'est une question qui me trottait dans la tête. Comment on fait pour choisir son gel douche ? Mis à part tous les sentir, tu vois. Mais si tu vas dans un hypermarché... il y en a 50 en fait des saveurs. C'est déjà dur pour nous. Alors. C'est déjà dur pour nous, en effet. Donc du coup, je me suis posé un peu ces questions-là. Comment ils font pour s'habiller ? Parce que c'est pas des gens qui s'habillent de la même couleur ou tout le temps pareil. Comment ils font pour cuisiner ? Ça, c'était aussi quelque chose qui me questionnait. Et surtout, comment ils faisaient pour marcher, etc. Des questions bêtes. Mais je me suis rendu compte que quand on les croisait dans la rue, on pouvait ne pas faire attention. Moi, j'ai connu ça plus tard quand mon papa a été invalide et donc il est passé en fauteuil roulant. Je me suis rendu compte à quel point les trottoirs n'étaient pas faits pour les handicapés. Donc en fait, les rencontrer et rencontrer ce rôle, moi, ça m'a vraiment permis de prendre conscience
des autres, mais pas que des valides. C'est peut-être naïf de ma part, mais nous, on peut marcher sur un trottoir comme ça. Bon, on peut parfois se prendre les pieds dans un petit nid de poule, mais voilà. Moi, mon papa en fauteuil roulant, c'était très compliqué. Et quand je les ai rencontrés, les malvoyants et les personnes de l'association, je me suis rendu compte, alors déjà qu'ils sont beaucoup plus autonomes que moi-même, qui sont hyper... c'est pas qu'autonomes, c'est indépendant. Ouais. Et ça m'a encore plus donné envie de faire mon personnage, enfin d'interpréter le personnage d'Élodie. Et pour la petite histoire, quand on a commencé la série Si tout commence, on avait des cours de cuisine avec le chef Pablo. Et je suis la seule de tous les autres comédiens à ne pas m'être coupée. Alors que je le faisais avec un bandeau sur les yeux et que je m'investissais comme eux à fond. Mais eux, il y a eu des petits doigts coupés, des petits ongles, tout ça. Moi, rien. Et même sur le tournage, nada. Aucune coupure, aucune égratignure. Bravo. Donc je suis très fière de moi sur ça. Est-ce que tu sais si la série elle a fait appel à des associations, justement, des professionnels du cinéma qui ont un handicap visuel? Parce que, par exemple, dans la littérature, ce qui se fait, c'est les sensitivity readers. Donc, c'est des personnes qui relisent les manuscrits et qui voient s'il y a des stéréotypes, des clichés, des choses à modifier par rapport, justement, à ce genre de choses. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire au cinéma, mais je pense pas que ça existe à l'heure actuelle. Alors ça existe. C'est des gens qui consultent les scénarios et qui vérifient tout ce dont tu viens de citer. Je ne veux pas parler au nom des auteurs et des autrices et des créateurs et créatrices de la série Si tout commence. Tu sais quoi, je n'ai jamais rencontré la personne qui avait écrit le personnage d'Élodie. Mais je pense que cette personne a fait quand même, oui, un travail. Après, pour être honnête avec toi, je ne pense pas. Mais je veux pas parler au nom, mais ça m'est arrivé, moi, d'aller toquer à des portes pour poser des questions sur mon personnage et on me répondait comme tu veux, on sait pas. C'est en tout cas pas à l'écriture, mais je sais que l'accessoiriste qui a lancé la série Ici tout commence, lui, il m'avait fait travailler... à mes premiers essayages de costumes, je suis aussi allée aux Access pour aller essayer la canne. Et donc, d'abord, j'avais une canne toute blanche, sauf que ça, c'est pour les personnes aveugles. Et moi, il me fallait une canne blanche et rouge pour mon personnage, qui est malvoyante. Et donc voilà, donc c'est pas venu de la production, mais c'est venu d'autres corps de métier. Il y a un réalisateur, Sébastien Perroy, qui lui maîtrise un peu le braille. Et donc quand il commençait des plans où je lisais une recette en braille, il me montrait un peu comment faire. Donc moi, j'avais un peu travaillé en amont, mais sur le tournage, c'est vrai que c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui nous guide au final. Donc c'est peut-être pas venu des personnes qui ont écrit la série, mais c'est venu en tout cas sur les techniciens et les techniciennes sur le tournage, dont moi. Ok. Est-ce que tu sais s'il y a eu un casting ouvert à toutes et tous, donc acteurs et actrices déficients et déficientes et valides, compris pour justement jouer, interpréter le rôle d'Élodie ou pas? Alors, je sais que j'ai des copines à moi qui ont passé les essais pour le rôle de Élodie Laroudé. Et toutes ces personnes-là ne sont pas malvoyantes. Je ne crois pas. Je pourrais demander à la directrice de casting de l'époque qui m'a auditionnée, Agnès Alberni, si elle avait rencontré des malvoyants et malvoyantes. Enfin, des malvoyantes, puisque le personnage est féminin. Mais je ne crois pas. Je ne sais pas si tu sais comment fonctionne une série quotidienne, mais c'est pas beaucoup de temps de prépa, pas beaucoup de temps de tournage, pour beaucoup de minutage. En gros, pour te dire, un long métrage, à peu près, on enregistre entre 2 et 3 minutes utiles pour le film par jour. Sur un téléfilm, en tout cas français, on enregistre jusqu'à 6, 7, voire 8 minutes utiles de la série par épisode. Ou peut-être plus pour la série. Dans la série quotidienne, on est sur un rythme encore plus élevé, où déjà on tourne
entre 2, 3, voire 4 équipes. Je sais que c'est le cas pour Un si grand soleil. Sur Ici tout commence, en tout cas, moi à l'époque, on était à 2 équipes, voire 3. Et on enregistre, sans te mentir, pas loin de 13 à 17 minutes utiles par équipe. Donc ce qui est énorme. Donc je ne pense pas que la production s'est posé la question d'auditionner et de donner le rôle à quelqu'un de malvoyant pour des raisons malheureusement de production. J'aime pas cette phrase, mais elle est connue dans le tournage des séries quotidiennes. Le temps, c'est de l'argent. Parce que c'est pas rien, un épisode par jour. C'est pas rien pour certaines séries, 3 millions de téléspectateurs tous les soirs. C'est pas rien pour les comédiens, 8 à 20 pages de texte par jour à apprendre. Donc je pense que pour un souci d'efficacité, et je dis pas que quelqu'un de malvoyant ne serait pas efficace, je pense que simplement la production n'a pas pris ce risque-là. Et c'est pas grave. Je sais que les commentaires que j'ai eus après la série étaient qu'il y avait des gens dont les membres de leur famille étaient malvoyants et ils étaient ravis de voir enfin quelqu'un de malvoyant à la télé, ce qui est encore rare. Oui, je sais que c'est critiqué dans le sens où c'est beaucoup ça, à savoir que j'avais vu une information où c'est écrit que 71% des cas où c'est des personnes qui sont justement déficientes, quand elles sont dans une série télévisée, elles sont là que pour des rôles figurants, secondaires, et elles sont là pour 5 épisodes maximum. Et du coup, en parlant de ça, c'est aussi une manière pour les productions d'interroger aussi leur façon de faire et éventuellement de voir un cinéma justement plus inclusif. Mais c'est bien... Complètement. Pour l'instant, Après, les deux sont possibles pour moi. Totalement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut juste pas confondre une production cinématographique avec une production audiovisuelle. Ce n'est pas du tout les mêmes façons de travailler. Moi, je n'ai fait que 2 films. Mais pour te dire vraiment, j'ai quand même quelques journées de tournage de séries quotidiennes et 8 ans de tandem en série télé. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même préparation. Ce n'est pas les mêmes productions. Et je pense que c'est pour ça, mais je trouve que dans le cinéma, on a de plus en plus de personnes qui, et au-delà des handicaps, il y a aussi des personnes homosexuelles pour jouer un personnage donc homosexuel. Donc cette question-là, elle est autant soulevée pour les handicapés comme en fait, c'est les représentations ce qu'on appelle des minorités, même si pour moi, la représentation de la communauté LGBTQ+, pour moi, n'est pas une minorité, puisque moi, dans ce que je regarde, elle fait partie de mon paysage cinématographique et télévisuel. Je regarde majoritairement de séries avec ces intrigues autour de ces questions-là. Donc voilà, je pense que c'est juste une question de public. Je pense que... Mais, tu vois, si tu regardes dans les autres séries quotidiennes, ils ont traité à différentes reprises le handicap et d'autres formes d'handicap. Mais c'est vrai que, mis à part, tu vois, j'ai Adieu les cons, où il y a un personnage malvoyant et qui a eu le César du meilleur acteur dans un second rôle. Intouchable, forcément. Mais c'est vrai que pour ce qui est des malvoyants et des aveugles, à la télé, je me suis pas totalement renseignée, mais mis à part le personnage de Élodie Laroudé, je sais qu'il y a des comédiens, il y a des personnages qui passent par à un moment donné des problèmes de vue, il me semble dans Demain nous appartient, mais sinon, ouais, ils sont pas énormément représentés. Oui, c'est ça, il y a déjà le début de la représentation et après éventuellement les rôles sont peut-être attribués. En tout cas, il y a une chose qui est représentée, et je sais que Benjamin Baroche en jouait, pas pour se moquer, mais pour... je pense quand même un peu dénoncer ça, c'est que il s'amusait à vraiment taquiner mon personnage. Donc, quand il se mettait dans la peau de Tessier, il taquinait Élodie en disant mais tu vois bien ce que je veux dire ? Par des jeux de mots tu vois bien ce que je veux dire, tu vois où je veux en venir, et ça va Quasimodo, c'est la cour des miracles ici. Je pense que c'est là où c'était aussi important par ce personnage, c'était de montrer aussi à quel point parfois les gens peuvent être cruels et sans pitié. Ce qui n'est pas le cas de Benjamin Baroche, bien sûr, et des autres comédiens et comédiennes avec qui j'ai joué. Mais je pense que c'est important de montrer que ça existe.
Est-ce que, du coup, tu sais pourquoi la série a choisi de représenter une personne en situation de déficience, justement ? Eh bien, écoute, non. Je t'avouerai que je n'ai jamais posé la question. Il me semble que la productrice de l'époque, Sarah Faraman, m'avait dit que il voulait... tu sais, quand on écrit une série, il faut... en tout cas, pour certaines productions de télé françaises, il faut une blonde, une belle brune, la meilleure amie de la belle blonde, une famille de comment ça s'appelle, d'un milieu social peut-être un petit peu plus défavorisé, quelqu'un de aisé, quelqu'un qui fuit ses parents, quelqu'un qui n'assume pas son homosexualité, quelqu'un qui est ici parce que c'est son rêve ultime. Donc, tu vois, je pense que dans tout ce que je viens de dire, tu peux attribuer un personnage, enfin un comédien à chaque personnage. Et puis il leur fallait peut-être aussi quelqu'un d'handicapé. Je pense que quelqu'un en situation de handicap, pour des questions de tournage, c'était trop compliqué parce qu'il aurait fallu adapter tous les décors au fauteuil roulant. Ce qu'ils ont dû faire d'ailleurs par la suite quand le personnage de Aziz Diabaté a eu un accident et s'est retrouvé en fauteuil roulant. Mais ouais, je pense que c'était une volonté de représenter le maximum de jeunes étudiants dans une école prestigieuse. Okay. En parlant de jeunes, est-ce que tu pourrais me dire quel était l'âge d'Élodie au début de la série ? Je pense que c'est après le bac, donc 18-19 ans. Okay. Et à l'époque, quand j'ai le rôle, j'en ai 23. Parce que du coup, j'avais vu un article qui disait que la majorité des personnes ou des personnages qui sont handicapés dans des séries ou des films, ils sont âgés de 18 à 60 ans, à 78%, et il y a moins d'enfants et d'adolescents, du coup. Par curiosité, je voulais voir si c'était différent pour eux ici de commence. Je pense que encore une fois, c'est vraiment des questions de production. Déjà, pour se retrouver sur un casting, c'est pas parce que... En tout cas, à la télé, il n'y a pas ce qu'on appelle dans le cinéma le casting sauvage. Ce que j'appelle le casting sauvage, c'est que peut-être tu écris un film sur une coiffeuse qui tombe amoureuse et qui décide de tout plaquer pour un garçon. Et ben, pour raconter cette histoire-là, certaines productions et certaines directrices et directeurs de casting passent par le casting sauvage, donc ils passent par des gens qui ne sont pas du métier, mais, pardon de l'expression, mais qui ont la gueule de l'emploi. Donc ça peut être vraiment une coiffeuse, mais ça peut être aussi une jeune fille qui ne fait pas de cours de qui ne prend pas de cours de théâtre, qui est juste en train de je sais pas, de fumer une clope devant son lycée, et elle correspond, une dame qui fume une clope devant un bureau de tabac, tu vois, et en fait, physiquement, elle dégage ça. Alors bien sûr, après, il y a plein de rendez-vous avec le réal et la réal, mais cette personne-là, de base, va être remarquée parce que physiquement, et que de manière aussi énergétiquement, elle dégage le personnage. Okay. À la télé, il y a quand même une grande majorité de comédiens et de comédiennes qui sont professionnels, qui sont soit des débutants, mais qui sortent d'école, de différentes écoles, cours Florent, cours Simon, conservatoire, classe libre, etc. Mais ça reste des professionnels, ça reste des personnes qui veulent faire ce métier, qui étudient ce métier et qui ont envie de faire ce métier. Donc, je ne sais pas si dans certaines écoles de théâtre, compagnies de théâtre ou ateliers face caméra, il y a des personnes en déficience visuelle. Donc, en tout cas, c'est vrai que du coup, le message que je pourrais avoir envie de passer avec ton interview, c'est d'inciter les personnes handicapées à prendre des cours de théâtre. Et en tout cas, si elles veulent faire ce métier-là, parce que c'est vrai que ça leur permettrait de se retrouver sur les listes de certains castings. Et donc de décrocher potentiellement le rôle et donc de représenter leur handicap. Oui. Mais il me semble que dans la série Demain nous appartient, il y a une comédienne qui est vraiment en fauteuil roulant et qui s'appelle dans le personnage Mia. Et je crois qu'elle est vraiment handicapée. Et je trouve ça super que son handicap ne lui empêche pas l'envie de faire ce métier et la possibilité de le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont posé la question de savoir s'il y avait des chefs cuisiniers ou cuisinières
professionnels du coup de la cuisine qui sont en situation de handicap, parce que c'est un peu le sujet de la série par rapport à ton rôle, c'est que Elodie est une personne déficiente. Est-ce que ça existe dans le milieu de la cuisine? Parce que je suis désolée, dans Top Chef, je n'ai jamais vu de personne en situation de handicap. Alors, figure-toi que l'année où la série est sortie, il y avait quelqu'un dans Top Chef qui avait un problème de vue. Okay. Enfin, pas un problème de vue, il n'était pas juste myope ou hypermétrope, bien sûr, mais il avait une déficience visuelle. En tout cas, on va parler un peu plus ouvertement. Je ne connais pas de chef, de grand chef, féminin ou masculin, avec cet handicap-là, mais je pense que ça doit exister parce que je suis sûre et certaine, du moins je l'espère, qu'il y a des cantines ou des petits restaurants, tu vois, où on peut permettre à ces gens de cuisiner. Après, la cuisine, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est aussi une passion. Oui. Enfin, on ne devient pas chef, on ne fait pas une école de cuisine parce que on aime bien manger. C'est pas que ça. C'est encore une histoire de métier passion. Oui. Et donc, pour faire ce métier-là, il faut avoir la passion de cuisiner. Je ne veux pas parler à leur place, mais je suppose que lorsqu'on est habitué à être peut-être assisté, c'est un peu dur de développer l'envie ou le désir de faire ce métier-là. Mais je suis sûre qu'il y a des ateliers qui existent. Enfin, comme tu viens de le faire, on croise les doigts, on l'espère. Et honnêtement, je fais une parenthèse, mais s'il y a des gens qui connaissent des malvoyants et des malvoyantes qui font de la cuisine de manière bénévole ou professionnelle, on est preneuse avec Fanny. Envoyez-nous un message, comme ça au moins on sera rassurés. C'est ça. Je laisse mes coordonnées du podcast dans la barre d'infos. Parfait. Contactez-nous, n'hésitez surtout pas. Voilà. On est curieuse. Par rapport du coup à ton rôle, au rôle d'Elodie, est-ce qu'une femme valide justement qui joue un personnage déficient visuel, donc je parle aussi, je surligne le mot femme parce que souvent on est toujours plus critiqué que les hommes, on va pas le cacher. Est-ce que ça a été pointu du doigt du coup, parce que c'est pas courant dans les films et dans les séries c'est pas courant non plus. Je n'ai jamais reçu un message en me disant pourquoi tu joues une aveugle alors que tu vois très bien. J'ai jamais reçu ce message-là. La seule personne qui s'est posé la question de pourquoi je ferais ce rôle, c'est moi. Je me souviens quand j'ai eu en plus la réponse. Donc c'est-à-dire une fois qu'on est validé. Donc c'est normalement le moment où chaque comédien et comédienne, on est soulagé. On n'a plus rien à jouer, on va dire, dans l'audition. Et je me suis posé la question si j'étais légitime ou non d'interpréter ce personnage-là. Parce que moi... J'avais des yeux de lynx, c'est-à-dire que c'est ce que m'a dit mon ophtalmo, j'y vois extrêmement bien. Donc j'étais là en mode, est-ce que je suis vraiment légitime d'interpréter ce personnage-là alors que moi, j'y vois très bien. Et mon papa m'a dit une phrase très juste, que mon métier, il était là pour raconter des histoires, que j'étais là pour interpréter un personnage et raconter son histoire au sein d'un projet, et que je pouvais prendre exemple sur François Cluzet dans Intouchable, et que oui, il n'est pas en fauteuil roulant, mais il a raconté une magnifique histoire. Il a permis à des millions de spectateurs et de spectatrices de découvrir cette histoire vraie, et il me dit, c'est ça le plus important. Et au final, même des gens du tournage se rendaient compte de ce que faisait mon personnage dans la vie de tous les jours. Enfin, je défendais au final un personnage. Ça ne m'a jamais été pointé du doigt. Le seul moment où ça l'a été, c'est quand je me suis posé la question et mon papa m'a rassurée. Mais moi, je n'ai jamais eu ce qu'a eu le personnage de méchant dans Game of Thrones, celui qui jouait... Mince. J'ai pas vu les séries. T'as pas vu le blond, là, le petit jeune qui aujourd'hui a arrêté le métier parce qu'en fait, il joue un rôle de méchant. Et du coup, les gens l'ont tellement insulté, etc., qu'il a arrêté le métier. Donc non, moi, j'ai pas reçu ce genre de choses en disant que j'étais une méchante. Si, j'ai reçu des messages comme quoi j'étais une méchante, mais que c'était mon personnage qui était méchant dans la série. C'était pas moi qui étais une personne méchante.
passer Oui. ça aussi. Bah justement, c'était ma deuxième question. Enfin, ma deuxième, non. Depuis le début, c'est pas la deuxième, mais mon autre question, c'était qu'est-ce qui a fait que tu as été critiquée? Parce que du coup, dans la série, moi, j'ai un peu regardé, mais pas tout. T'as un comportement assez fort et apparemment, ça aurait énervé les spectateuristes. Enfin, qu'est-ce qu'on t'a reproché? C'est tout simplement le fait de prendre la défense des méchants. C'est toujours pareil, hein, quand on n'est pas dans le bon camp, Mhm. on se fait critiquer. Après, on va se faire critiquer pour ce qu'on joue. On va se faire critiquer pour son physique. Moi, je sais que d'une saison à une autre, fin des épisodes à d'autres, quand j'étais revenue, j'avais pris du poids. Ah ben, sur les réseaux, ça n'a pas loupé. Et quand je suis revenue la toute dernière fois, j'avais perdu du poids. Et ben là, tout le monde m'a dit: ah ben, elle est mieux. Donc, en fait, on se fait, mais c'est le risque du métier, et c'est le jeu en même temps, Mm. de se faire critiquer, hein. Oui. Malheureusement, les comédiennes qui passent par la chirurgie esthétique, on leur fait remarquer. Les comédiens qui font beaucoup de salles de sport, on leur fait remarquer. Mais en fait, avant d'être le personnage, ce sont avant tout, nous sommes avant tout des êtres humains comme toi et comme toi, quoi. Oui. Donc, voilà, Mm. donc c'est le risque du métier dans tous les cas, et surtout une série qui passe 5 fois par semaine à la télé. Il y a une proximité avec les gens qui s'installent. Moi, je le vois, hein, j'ai des amis qui se font reconnaître dans la rue et on les appelle par leur nom de personnage, pas par leur prénom civil, on va dire, de la vraie vie. Donc, c'est le risque du métier. Ouais. Mais je n'ai jamais eu, en tout cas, de reproches par rapport à ça. Ok, bon, tant mieux. Oui. Du coup, là, je vais faire un petit spoil, je préviens les auditeurs et les auditrices par rapport à ton rôle. Est-ce que tu sais pourquoi ce choix de faire devenir, du coup, Élodie valide? Il me semble que c'était une question c'était en rapport avec l'intrigue qu'ils étaient en train d'écrire et de raconter. Euh, il fallait que le personnage retrouve la vue parce qu'elle avait été manipulée pour du chantage. Et donc on lui avait dit, écoute, soit tu m'aides à faire tomber un tel et tu retrouves la vue parce que je connais quelqu'un à une clinique qui pourrait t'aider, même si c'était très risqué. Soit tu retrouveras jamais la vue et je t'aiderai jamais à avoir cet essai clinique. Donc elle a accepté. Donc je pense plus que c'est pour des raisons scénaristiques Ouais. que des raisons politiques, on va dire, ou scientifiques. Mais j'ai vu que là, il n'y a pas longtemps, quelqu'un avait retrouvé la vue au CHU de Montpellier, d'après une méthode médicale des années 70. Ok. Et je l'ai envoyé à la productrice en lui disant, regarde, on a été en avance. Après, moi, je sais que dans les séries, les films et tout, justement aussi, c'est beaucoup critiqué ça. Soit c'est le personnage handicapé qui décède, soit il est guéri justement de cette déficience. Et du coup, c'est aussi critiqué le fait que ce soit pas quotidien d'être... parce que les personnes en général ne guérissent pas, là c'était Complètement. une exception. Mais du coup, on n'a pas ce rapport de longévité, je sais pas comment expliquer. Mais Oui, de longévité dans une série ou quoi, parce qu'en effet, c'est pas forcément réel. Je vois ce que tu veux dire. Néanmoins, il y a une chose qu'il faut noter par rapport à la série quotidienne. Et donc, ici tout commence, c'est qu'on passe juste avant le JT de 20h. Et je m'explique, c'est que les séries quotidiennes qui arrivent juste avant le moment tant attendu de savoir comment va le monde, il faut un peu faire respirer les gens, leur donner de l'espoir, ne pas leur prendre la tête. Et je pense que c'est surtout dans un souci de donner de l'espoir aux gens. Et je pense que les personnes accompagnantes des personnes malvoyantes ou aveugles sont les personnes, en tout cas que moi en tout cas j'ai rencontrées, qui étaient les personnes les plus courageuses. C'est des personnes qui sont extrêmement déterminées, qui sont d'une motivation incroyable. Moi, j'ai rencontré des gens qui vivent seuls, mais qui viennent jusqu'à l'association pour rencontrer des gens qui prennent le bus, le tram. Alors oui, ils font pas du vélo, etc. Mais ils sont totalement autonomes et ils sont d'une persévérance, ils sont d'une attention incroyable. Et
au final, je pense pas que ça leur importe beaucoup parce que eux, ils savent la vérité. Ils savent que c'est pas comme ça, c'est pas un claquement de doigts, c'est pas un essai clinique qui peut changer les choses. Néanmoins, je pense sincèrement que il y a des scientifiques qui travaillent sur le fait de pouvoir guérir les yeux et on arrive bien à faire poser des implants pour que les personnes sourdes entendent. Je suis persuadée que ça donne de l'espoir. Et ça donne de l'espoir à d'autres points. Il y a d'autres maladies qui sont traitées dans la série, la leucémie, et les personnages sont encore là. Donc peut-être, en effet, des médecins pourront dire bah ça c'est pas possible, ça c'est pas réel. D'accord, on est sur une fiction, on n'est pas sur un documentaire. Donc pour moi, il y a d'autres combats à avoir si c'est donner de l'espoir et après faire passer des messages. Je pense que c'est le plus important, de faire passer des messages et pas que sur les handicapés, sur des leçons de morale, sur des questions d'éducation, sur des questions de politique, sur des questions de position. Là, c'est hyper important d'être assez cohérent, d'être assez ancré dans le réel. Mais pour tout ce qui est de l'ordre de l'espoir, pour moi, c'est sans limite. Est-ce que tu connais des films avec des personnages en situation de handicap visuel dont l'histoire ne se concentre pas justement sur leur déficience? Parce que moi j'en ai vu qu'un seul. Et c'est quoi? Ça s'appelle Peindre ou faire l'amour de Arnaud et Jean-Marie Larieux. En gros, c'est ça se concentre plus sur la sexualité des personnages et on voit que le personnage est aveugle, mais c'est pas le sujet principal de l'histoire. Bah, dans Adieu les cons, ah oui. Le personnage, alors oui, il est aveugle, il devient le coéquipier de Virginie Efira qui, elle, veut absolument retrouver l'enfant qu'elle a déposé à l'ASE il y a une 20aine d'années. Il l'accompagne. Et alors, le fait qu'il soit malvoyant a un petit caractère comique, mais c'est voulu dans le film parce que c'est pour aussi apporter sa touche de légèreté, mais c'est en aucun cas de la moquerie. Donc je n'ai que ce film-là en tête. Il me semble qu'il y a un film avec Audrey Hepburn où elle est aveugle. Tu vois, encore, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai regardé New York Unité Spéciale. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Une série policière. Ouais. Voilà. Et qui a 26 ans, pour te dire. Et ils prennent le témoignage d'une jeune fille malvoyante qui a été agressée dans la rue. Mais en effet, c'est parce qu'elle est malvoyante qu'elle est agressée. Enfin, c'est en tout cas l'intrigue de cet épisode-là. Donc, en effet, encore une fois, le personnage est représenté pour son handicap et pas pour que l'intrigue. Donc, mis à part, tu vois, Adieu les cons, j'ai rien d'autre. Ouais. C'est déjà ça, moi j'en ai qu'un de toute façon. On en a un. À toutes les deux, ça en fait deux. Voilà. Pas mal. Un chacune. Et du coup, est-ce que tu connais des acteurs ou des actrices qui sont déficients visuels? Moi, je sais que je connais plus de personnes, acteurs qui ont une trisomie 21. Ouais. Parce que ça, c'est plus courant. Ouais. Et que ça... c'est moins facile à interpréter, on va dire, entre guillemets. Hein. Mais sinon, à part... si, on m'a dit Gilbert Montagnier dans le premier épisode. Ah ouais? Parce que lui, il a joué dans Top 80 des rôles comme ça. Il a joué dans 2 ou 3 films. Mais sinon... Non, honnêtement, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Et c'est triste. C'est triste. Après, est-ce que... moi, je suis un peu militante aussi pour ne pas que les gens, parce qu'ils ont un handicap, ou parce qu'ils sont de telle origine, ou parce qu'ils ont tel caractère physique, ce qu'on appelle les gueules cassées, qu'on les emploie pas que pour ce qu'ils, pardon du mot, dégagent, ce qu'ils font ressortir d'eux. Pour moi, un acteur ou une actrice, il est pris pour ce qu'il arrive à interpréter, à transmettre, à procurer comme émotion. En tout cas, je sais que, tu vois, moi, je suis en train d'écrire un court-métrage. Alors oui, tu vois, mon personnage masculin, il conduit une moto. Donc en effet, je peux pas prendre un malvoyant, je peux pas prendre quelqu'un qui est paraplégique, voilà, en effet.
Mais sur d'autres personnages, tu vois, où je n'ai pas vraiment détaillé, moi, je serais pour, tu vois, avoir quelqu'un qui... Enfin, mon personnage ce personnage-là peut être malvoyant et j'aurais aucun mal à prendre le comédien ou la comédienne et je le prendrais pas parce qu'il est malvoyant ou parce qu'il est handicapé. Je le prendrais parce que si aux essais il est bon ou elle est bonne, ben en fait enfin, pourquoi je prendrais quelqu'un d'autre? Le but étant que j'ai aussi envie de travailler avec ces personnes-là. Je pense que ça serait vraiment intéressant qu'on n'emploie pas les gens pour leur emploi. Bah, de toute façon, c'est ce qui est aussi encouragé à faire dans tous les cas, aussi par les militants et tout, qui disent qu'on n'est pas juste des personnes handicapées et tout, mais c'est aussi reproché dans le sens où on les prend même pas pour leur rôle à eux dans les films. Et c'est ça qui pose aussi problème, c'est que on leur dit qu'ils sont pas vendables, par exemple, parce qu'ils sont pas connus. Mais en fait, si on les engage pas, ils se feront jamais connaître, du coup, ils seront jamais vendables. Ah, mais bien sûr. Et après, coup, je te rassure, même nous, les acteurs valides, tant qu'on nous donne pas notre chance, on nous donnera pas notre chance. Enfin, je veux dire, on ramène pas de l'argent aux productions, on n'est pas connus. Donc, cette problématique-là, elle est pour tout le monde. Mais en effet, encore plus pour les minorités, pour les handicapés. Ça, c'est évident. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est un métier passion. Donc, si on veut vraiment faire ce métier-là, eh ben, on peut le faire. Il est très dur, ce métier, comme plein d'autres métiers. C'est un métier artisan, il faut s'armer de beaucoup de patience, mais c'est un métier passion. Et actuellement, toutes les personnes que je connais qui sont passionnées travaillent. Est-ce que tu connais le test DISREP? Et moi, je l'ai découvert en faisant mes recherches sur le sujet, donc... Je ne connais pas. Voilà, donc en fait, il y a 2 tests, dont un où j'ai oublié le nom, désolée, hein, mais ça, c'est un test français qui a été réalisé par une militante dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, je le mettrai dans la barre d'infos, tout ça, promis. Du coup, en fait, le test DISREP, c'est une volonté d'interpeller les productions cinématographiques et les spectateurs et spectatrices en proposant des points sur lesquels réfléchir. Donc, c'est un peu comme le test Bechdel, je sais pas si tu vois ce que c'est, où en gros, ça questionne la représentation des femmes dans les films. Et je crois que c'est trois questions. Par exemple, une, c'est il faut qu'elles aient un sujet de discussion autre que les hommes. Il faut qu'il y ait 2 personnages féminins qui... Ah mais oui, bien sûr. Voilà. Mais bien sûr, je connaissais pas le nom. Mais ce questionnaire me parle énormément. En effet. C'est celui qui est le plus connu, et du coup, il y en a un, évidemment, pour les personnes en situation de déficience. Et du coup, les points, c'est la fiction doit comprendre un personnage handicapé joué par une personne réellement concernée, qui ne soit pas un homme cisgenre blanc et hétérosexuel, et dont l'histoire ne tourne pas uniquement autour de son handicap, et ce personnage ne doit pas non plus faire l'objet de moqueries ou recourir à l'autodérision pour se faire accepter. Voilà, c'était un peu pour faire une parenthèse. Je sais pas si ça c'est très c'est très chouette. Mais justement par rapport chouette, à Elodie, c'est très juste. Oui, puis c'est important de le voir, de et c'est important, complètement. Mais du coup, oui, par rapport à ton rôle dans Elodie, je sais qu'au début de la série, je sais pas si tu te rappelles du coup, parce que ça fait un peu longtemps, mais fait justement l'objet de moqueries ou se fait peut-être pas insulter, humilier. mais on peut dire humilier. Parce qu'il y a par exemple un personnage qui veut pas être avec elle parce qu'elle est aveugle, et justement tu parles du directeur Tessier qui la critique et qui lui fait des blagues mais pas marrantes du coup. Oui, non, pas du tout. Non, il appelle Élodie Laroudet, tu te mets en équipe avec Gilbert Montagnier, comme si Gilbert Montagnier, la personne était une insulte. Après, je sais qu'il n'y a jamais eu une volonté de nuire à l'image de Gilbert Montagnier, oui. Mais oui, en effet, ce sont des insultes pas justifiées et gratuites. Et ça, pour le coup, ça existe dans la vie de tous les jours. De toute façon, le harcèlement... Le harcèlement, il existe à tous les points. Donc, je ne saurais pas vous dire le numéro, mais si jamais vous êtes... dans ce cas-là, vous pouvez être aidé par des professionnels, par des associations, tout ça. Donc ne restez pas tout seul et c'est important de se faire aider. Ah, complètement. Voilà, et surtout quand on est jeune, on pense que c'est normal qu'on soit victimisé. On n'a pas envie de se plaindre, on n'a pas envie
de décevoir nos parents, nos amis. On n'a pas envie qu'on nous voit comme quelqu'un de faible. Mais la parole n'est pas faible. Au contraire, la parole est ce qu'il y a de plus fort. L'ignorance de ces personnes-là est hyper important. Il ne faut pas leur répondre à ces gens-là qui vous insultent ou qui vous terrorisent. En revanche, aller parler à des gens qui peuvent vous aider et tendre la main pour recevoir de l'aide, ça, c'est faire preuve d'énormément de courage et d'énormément de force. C'est très juste que tu le soulèves, Fanny, parce que qu'on soit handicapé ou non, c'est important de souligner que toute forme de harcèlement, à l'école, au travail ou dans la rue, n'a pas sa place dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Une dernière chose que les personnes militantes parlent, c'est le terme creeping up. Je sais pas si ça te parle. Et en gros, eux, ils disent que c'est un peu la même idée que le blackface. C'est le fait qu'une personne handicapée soit jouée par une personne valide, parce que justement, ils disent que comme le fait d'être noir ou d'une autre couleur de peau qui n'est pas blanche, en fait, on peut pas l'enlever. Comme le handicap, on peut pas s'enlever de la trisomie et du coup la représenter autrement que par une personne qui est handicapée. Pour eux, c'est problématique, mais après, je pense que le pont entre le blackface et ça, il est recherché. Là, j'ai presque envie de dire, c'est un peu chercher la petite bête quand même. Parce que par rapport aux personnes de couleur, il y a toute une histoire derrière, il y a toute une culture, il y a aussi énormément de questions politiques. Encore une fois, moi, la seule chose que je veux faire, c'est raconter des histoires. Et jamais de la vie, je me présenterai au casting pour jouer Michelle Obama, bien évidemment. Après, voilà, il faut aussi faire confiance aux directeurs et aux directrices de casting qui font un travail remarquable pour trouver les personnes qui sont capables d'interpréter les personnages qui ont été écrits et désirés. Donc, après, elles reçoivent en effet des commentaires, mais honnêtement, je sais que jamais ça leur viendrait à l'idée d'embaucher un blanc pour jouer une personne de couleur de peau, enfin qui a une couleur de peau, un personnage. C'est pas du tout... Ça nous viendrait jamais à l'idée. Enfin, on est quand même en 2025, même s'il y a des choses qui ne bougent pas, ça, heureusement, ça a bougé. Et c'est même, il me semble, interdit. Bon, après, c'est peut-être moi qui interprète mal. J'ai pas la professionnelle à côté de moi, justement, qui a parlé de ça. Non, mais je vois ce qu'ils veulent dire, parce qu'en fait, c'est prendre le job d'autres personnes. Je pense que ça doit être. Je pense que c'est ça, et puis c'est prendre leur culture, c'est prendre leur handicap. Mais je ne pense pas, tu vois, que quand je joue Élodie Laroudé, c'est comme si je me garais, moi, personne valide, sur une place handicapée. Tu vois, moi, j'ai là, les personnes qui font ça, elles volent leur handicap. Tu veux prendre ma place, prends ma place au quotidien. C'est leur slogan. Là, je n'ai pas l'impression de prendre la place de qui que ce soit, puisque, et je fais entièrement confiance à la directrice de casting de ITC, que si elle avait rencontré dans une école de théâtre une jeune fille malvoyante comédienne, je sais qu'elle lui aurait fait passer les essais. Mais c'est pas parce qu'elle passe les essais qu'elle aura le rôle. Moi, je passe des castings tous les mois pour une personne valide et c'est pas pour autant que j'ai le rôle. Voilà. Donc, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ces petites Astérix, moi j'aime bien les appeler comme ça, c'est un personnage mais avec une Astérix parce qu'ils ont quelque chose de ce que j'appelle moi en plus et pas en moins, parce qu'elle a la vue en moins, mais il y a ce petit truc en plus du personnage, que les personnes qui sont handicapées méritent leur place dans le paysage télévisuel et cinématographique. Et que, voilà. Parce qu'en plus de ça, le théâtre, ça permet non pas que faire ce métier, ça permet aussi une aisance en public. Moi, je sais que c'est ce qui m'a aidé à faire mes exposés au collège, parce que je prenais des cours de théâtre. Donc, en effet, le théâtre, l'expression corporelle, donc même la danse, permettent cette libération de la parole, du corps et de l'esprit pour se rencontrer.
J'avais demandé à mon ami s'il avait des recommandations par rapport au sujet, justement, une fiction ou quelque chose qui est en rapport avec soit un personnage qui est en situation de handicap visuel, mais qui n'est pas forcément juste représenté pour ça. Je sais pas si toi, tu as des recommandations. Moi, j'en ai... Là, j'avoue que j'ai pas cherché, Je n'ai que Adieu les cons. C'est déjà bien. Ce qui est déjà pas mal. Et ce film avec Audrey Hepburn, ça, je m'en souviens. Mais non, tu sais quoi, on va inverser les rôles. C'est que ce sont les auditeurs et les auditrices qui vont nous envoyer des recommandations. Et comme ça, voilà, c'est donnant-donnant. Le premier épisode, Fanny vous a donné des recommandations. Et deuxième épisode, nous, on en a un qui est... On en a deux. Moi, j'en ai un avec Adieu les cons. Et moi, j'ai Peindre ou faire l'amour. Voilà, c'est déjà 2 recommandations. Donc, si vous en avez d'autres, on prend. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi, Fanny. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode de Cinexclusion. À bientôt. Merci à toutes et toutes d'avoir écouté le 2e épisode du podcast Cinexclusion. Merci encore à Sarah Cheyenne Santoni d'avoir accepté mon invitation. Vous pouvez retrouver le podcast et les autres épisodes sur mon compte Instagram @cinexclusion-8podcast et m'envoyer un mail à podcast.cinexclusion@gmail.com. Merci et à bientôt.